Une fois par mois, cette mère de 3 enfants quitte son domicile parisien pour aller soigner les victimes de Daesh à la frontière de l'Irak et de la Syrie. Élise Bogossian, acupunctrice, tente de soulager avec ses petites aiguilles les souffrances des femmes violées et torturées, les enfants brûlés ou mutilés dans des zones où il n'y a ni médicaments ni morphine. En mémoire de son grand-père qui a échappé au génocide arménien, elle a créé des bus dispensaires pour soigner ceux qui ont réussi à échapper à la barbarie de Daesh. Son récit raconte l'enfer sur terre. Dans pas mal de villages qui ont été envahis par le groupe Daesh, si vous voulez, beaucoup des hommes ont été massacrés sur le coup et on a comme ça quelques villages avec 4 hommes, 6 hommes rescapés et tout le reste ce sont des femmes, des enfants, puisque au moment où Daesh est arrivé, ils pillaient, ils tuaient, ils enterraient vivants, ils massacraient, ils enlevaient les femmes et les enfants. Donc on a les femmes qui sont arrivées dès le début du conflit et on a celles qui se sont évadées, celles qui sont rachetées avec des rançons, ces femmes qui étaient des anciennes esclaves, qui ont été des victimes de torture, on les a en consultation. Qu'est-ce que vous avez pu vérifier dans les récits ou ce que vous avez pu voir dans les blessures ? C'est au détour d'un soin que petit à petit ces femmes nous racontent ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'elles nous racontent, c'est la manière dont elles ont été kidnappées, retenues prisonnières, et puis toute cette espèce de bazar dans lequel elles partaient dans des cages nues. Elles arrivaient dans des espèces d'immenses salles où on séparait les femmes par groupe selon qu'elles étaient vierges, les filles pas mariées. Vous avez les femmes mariées encore jeunes jusqu'à 35 ans, et puis vous avez les autres. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une espèce d'esclavagisme de marché qui se met en place, voilà, un marché aux esclaves, où les hommes viennent, et en fonction de leur rang, par rapport au califat, ceux qui viennent les plus élevés dans le rang viennent choisir les premiers, et puis il y a tout un tas de tarifs, de grilles de tarifs, pareil pour les enfants, le prix d'une femme varie de $20 à $100 par exemple. J'ai su qu'il y avait des tarifs aussi en fonction des yeux. Les filles aux yeux bleus coûtent plus cher par exemple. Et puis après, ils les palpent, ils les mesurent. Voilà. Tout ça en public, c'est ça ? Tout en public, elles sont nues dans des espaces qui sont des espèces de marchés. Et puis ils viennent, ils les palpent, et puis celles qui résistent, voilà, parfois même ils les violent. En public, c'est ça ? En public, ouais. C'est des femmes qui partent dans des camions, ou dans des voitures, dans des cages, et elles partent vers la Syrie, vers l'Irak, et ce qu'elles nous racontent quand elles reviennent, c'est des mois de vie en captivité, où elles ont servi d'esclaves sexuelles, elles étaient là 2, 3, 4, parce que parfois les hommes en achetaient plusieurs, et puis elles racontent comment se passent les journées, ce qu'elles font, comme les tournantes. Les femmes que vous soignez arrivent à raconter ça ? Il y en a quelques-unes qui nous parlent, oui. Parfois ce sont les sœurs qui nous racontent, parfois ce sont les mères. Oui, vous parlez de votre livre de femmes à qui on arrache l'enfant. Il y a eu des femmes qui ont eu des enfants arrachés de leurs bras, oui. Des femmes très jeunes, c'était leur premier enfant, deuxième enfant. Et puis à Sinjar aussi, ce qu'il faut savoir, ce que racontent les femmes, parce que ce sont des très grandes familles, elles ont 10, 12 enfants, et elles racontent qu'au moment où les troupes sont arrivées, il fallait s'échapper, et les femmes partaient avec les enfants les plus petits, parce qu'elles pouvaient pas prendre tous les enfants, et elles laissaient les autres. Et quand elles nous racontent ça, elles sont des véritables fantômes. Et qu'est-ce que va raconter une femme qui revient ? D'abord, elle peut pas parler parce qu'elle aurait préféré 1000 fois mourir que vivre ce qu'elle a vécu. Et plus de 30% des femmes qui reviennent, elles ont essayé plein de fois de se suicider. Parce que ces femmes-là, après, quand elles reviennent, pour celles qui arrivent à s'échapper, celles qui sont rachetées par les membres de la famille, parce que il y a aussi ce système de rançon qui font que, une fois qu'ils ont bien consommé les victimes, les esclaves, ils rappellent les membres de la famille et puis ils les revendent. Et quand elles arrivent, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles peuvent raconter ? Qu'est-ce qu'elles ont à dire ? Rien. Elles sont plus rien. Elles vont raconter quoi à leur mari ? Elles vont raconter quoi à leurs frères, à leurs enfants ? Il y a même des familles où les frères ont tué la personne qui s'est évadée, qui est venue, parce que c'était une honte pour la famille. Quelqu'un qui regarde un match de foot risque la lapidation.
Lapidation, d'être fouetté, et puis si vous écoutez de la musique, on vous brûle les oreilles. Puis aujourd'hui à Mossoul, les codes, les règles ont été réinventés. Les femmes mettent 2 burqas l'une sur l'autre, elles ne peuvent pas même dire un mot ni parler dans la rue, et puis même aller dans un magasin de vêtements pour acheter un vêtement, il faut qu'elles soient assistées. Ce qu'ils disent aussi, c'est que les violences physiques, sexuelles faites aux femmes élèvent spirituellement l'homme. Donc c'est même recommandé de traiter la femme comme ça. De violer la femme, oui. En collectivité. Oui. Dans les récits de ces femmes, on a l'impression que le viol est la façon d'asseoir le pouvoir pour Daesh. C'est une arme de guerre. C'est-à-dire qu'on va tuer les hommes et on va s'attaquer aux femmes, mais on va les garder en vie. On va pas les tuer. On va pas leur faire ce cadeau-là. Pourquoi ? Parce que ces femmes-là, on va les détruire dans leur identité, on va détruire tout le tissu social autour d'elles, on va détruire toutes les générations après elles. C'est génocidaire. C'est une stratégie pour détruire un peuple entier, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui sortent justement des griffes de Daesh ? Elles sont mortes au fond d'elles-mêmes. Elles se forcent à vivre. Et je vous dis, même, on cherche même pas à leur arracher des mots de la bouche. Chaque mot qui sort de leur bouche, ça leur fait l'effet d'une lame de rasoir. Nous, on a nos conceptions de psychologie sur les grands traumas où il faut exprimer, extérioriser, mais parfois ça empire. Revivre cette réalité en l'exprimant, c'est mourir encore une fois. Et puis, qu'est-ce que vous allez lui répondre à cette femme qui 10 fois, 15 fois par jour, qui a été recousue, cousue, mutilée, enfin, elle va vous raconter, et après... Ça paraît d'une telle barbarie moyenâgeuse, ce marché aux esclaves, ces enfants, ces femmes qui sont vendus. Comment vous réagissez, vous, en tant qu'occidental, lorsque vous entendez ces récits ? Ça m'est arrivé de pas fermer l'œil de la nuit. Ce sont des scènes, des récits qu'on peut même pas imaginer. On pense à nos enfants, on pense à notre sœur, on pense à soi. On se dit, mais comment elle fait pour tenir ? Où est-ce qu'elle a trouvé cette force de continuer à rester en vie ? Bien sûr, ça nous rappelle le nazisme. Moi, ça me rappelle aussi ce qu'ont vécu mes grands-parents. Vous êtes d'origine arménienne ? Je suis d'origine arménienne. C'est très troublant. On se dit, mais on peut pas rester sans rien faire. Et puis. Vous aviez un cabinet à Paris, vous gagnez bien votre vie. Vous avez 3 enfants assez jeunes, qui ont quel âge ? J'ai 3 enfants de 6 à 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous dites, je dois aller là-bas pour les sauver et les aider ? J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on puisse oublier et enterrer dans une indifférence scandaleuse des gens à l'autre bout de la planète. Je me dis, à quoi ça sert cette vie si c'est juste pour la garder pour nous ? Cette chance que j'ai eue de naître en France après ce que mes parents, mes grands-parents ont vécu à travers l'immigration et l'exil, je me suis toujours dit que si un jour je peux étendre la main à mon tour comme nous, on nous a aidés, je le ferai. Et puis c'est devenu plus criant et plus important quand j'ai eu des enfants. Et je leur explique ce que je fais. Ils comprennent que leur maman part tous les mois à la frontière syrienne-irakienne s'occuper des victimes de Daesh. Je raconte pas les détails techniques qui pourraient faire peur, mais je leur raconte qu'il y a des enfants de leur âge et qui n'ont plus de maison, qui vivent dans la rue, qui ont besoin de soins. C'est peut-être le paradoxe de la société française. Il y a des jeunes aujourd'hui qui partent pour remplir les rangs de Daesh et des Françaises comme vous qui viennent là-bas pour sauver justement les populations victimes de Daesh. C'est vrai que on nous accuse d'être des berceaux à terrorisme, qu'au nom des droits de l'homme, on laisse des gens circuler librement, qu'on les punit pas assez, Les victimes de Daesh vous disent ça ? Oui, ils nous disent que ça sera pire encore, qu'on a rien vu encore. C'est-à-dire qu'au moment même des événements du mois de janvier, de Charlie Hebdo, quand ça s'est passé, j'étais en Irak. Et on nous disait, mais comment ça se fait que ces gens-là, vous les laissez circuler librement, leur papier d'identité, soi-disant parce qu'ils avaient des cartes d'identité françaises, tout ça. Là, on l'entend plein de fois. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? On dit oui, la France est un pays libre, il est français, on pouvait pas l'empêcher de circuler. Vous écrivez votre livre Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Ça veut dire quoi ? On a beaucoup d'orphelins, par exemple. Et c'est très fort, quand on soigne des orphelins, de voir dans leur regard cette soif de vivre qu'ils ont. Mon titre, en fait, je l'ai choisi en pensant à ces enfants qui vont prendre semis et qui veulent pousser. Et en allant chercher cette goutte d'humanité qu'on a chacun en nous, je pense qu'on peut changer les choses. Et pourtant, vous avez touché de près ce qu'il y a de pire dans l'humanité, ce qu'il y a de plus inhumain sur Terre. La torture de Daesh. Depuis le nazisme, on n'avait jamais vu telle barbarie. Oui, mais si je croyais pas à la vie, je continuerais pas. Je veux dire, mon grand-père,
il a fait le mort au milieu de dizaines de cadavres, et puis il a eu une vie extraordinaire après. Ça a été terrible, mais il a voyagé, il a échappé au génocide arménien. Il a échappé, et c'était une génération qui était appelée à être rayée, et puis nous, on est sortis de là. Et je me dis, pourquoi pas cet enfant-là qui est aujourd'hui orphelin, pourquoi est-ce que demain, lui, il n'aurait pas une vie merveilleuse? Et on arrive à avoir une vie normale en rentrant à Paris lorsqu'on a vécu ça? Une vie normale. Qu'est-ce que c'est une vie normale? Oui, je pense que je retrouve une vie normale, mais c'est plus la même vie qu'avant. Ouais.